3, 2, 1. Here we go! Bonjour, je vais commencer par me présenter. Stéphane Barton, je suis le président de la société Aquasys. Aquasys, nous sommes éditeurs de solutions de gestion de données pour différents décideurs dans le domaine de l'eau, bien sûr, et sur toutes thématiques confondues. Donc nous travaillons pour des syndicats de rivières, pour des syndicats d'eau potable, pour des chambres d'agriculture, des OUGC, avec des outils qui sont packagés, prêts à l'emploi, avec un certain nombre de données qui sont prêtes et qui viennent de l'open data. Des données qu'on récupère aussi à partir d'interprétations d'images satellites. Et on complète ces données avec des données qui sont privées, qui viennent de nos utilisateurs, sur des superviseurs, sur des différents réseaux de mesure, pour ainsi compléter, avoir une vision complète de la problématique, que ce soit quantité ou qualité. Et donc nous sommes une vingtaine de collaborateurs installés à l'autre bout de la France, si je peux dire, puisque là on est sur l'extrême est et nous on est dans l'ouest. Et on travaille sur la métropole, les dom-tom et quelques pays pour développer ces solutions et nouer des partenariats. Les partenariats ont permis notamment à certains de nos collaborateurs de travailler sur des systèmes de prévision à partir de réseaux de neurones. Michael Savary, qui n'a pas pu être présent, qui est directeur de la recherche chez nous, et qui a proposé, il y a déjà 3 ans, de mixer un certain nombre de modèles pour pouvoir avoir des systèmes plus précis que implémenter un seul système de modèle prévisionnel. Et maintenant, après plusieurs expérimentations, on a développé ce type de sujet avec plusieurs universités, dont l'université Gustave Eiffel, qui travaille soit sur des systèmes de modèles pour des crues rapides ou sur d'autres territoires, sur des crues lentes et également sur les eaux souterraines. Donc, depuis quelques années, cette université travaille beaucoup sur les réseaux de neurones et sur les différents réseaux de neurones. Et c'était l'intérêt de croiser cette expertise de gestion des données que nous avions avec cette expertise théorique sur les modèles pour pouvoir l'implémenter sur des différents terrains d'expérimentation et différentes thématiques, que ce soit le risque inondation ou le suivi de tout un territoire. Ce qui nous concerne aujourd'hui, puisque avec l'APRONA, nous avons travaillé sur certains sujets. Donc, je vais passer la main à Monsieur Schott, qui représente l'APRONA et qui va présenter le sujet. Oui, bonjour à tous. Donc Philippe Schott, le directeur de l'APRONA. Et on a répondu à l'invitation d'Aquasys pour vous expliquer un petit peu ce qu'on fait ensemble. Aquasys, on le connaît bien, c'est un de nos partenaires. Ça fait presque 10 ans qu'on travaille ensemble. L'APRONA a mis en place un observatoire de l'eau et c'est avec Aquasys qu'on a démarré. Et leur système donc, nous permet de gérer et d'exploiter toutes nos données, qu'elles soient données qualitatives ou quantitatives. Alors là, la thématique, ça va être la thématique quantitative. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a à peu près 170 points de mesure sur le territoire alsacien. On suit ça depuis presque plus de 50 ans, donc ça fait un gros jeu de données, on va dire ça comme ça, qui permet justement de travailler et d'améliorer finalement la connaissance du fonctionnement de la nappe, parce que c'est un de nos sujets. Alors évidemment, après, notre objectif aussi, c'est d'informer les décideurs et les usagers, et donc de fournir des outils d'aide à la décision. Donc voilà pourquoi on travaille ensemble, et on a essayé, je ne sais pas si on peut changer la diapo. Oui, alors il y avait juste un point sur l'aspect qualitatif, ce qui est quand même important de souligner,
c'est que c'est un des sujets quand même les plus préoccupants encore en Alsace. Et il y a des gros programmes transfrontaliers avec des financements européens qui sont engagés et que la Prona pilote. Ça s'appelle Hermès. Et là, tous les 6 ans, il y a quasiment 800 points de mesure à un instant T qui sont analysés sur l'Alsace, ce qui donne aussi des jeux de données très importants pour travailler par exemple avec Aquasys. Donc au niveau de l'étude qui nous intéresse, c'est que, comme je l'ai expliqué, la nappe d'Alsace est très intéressante pour son milieu qui est parfois complexe, même si on dit qu'il y a 35 milliards de mètres cubes en Alsace, il y a des géographies un petit peu différentes sur le territoire, et il faut quand même s'intéresser à évaluer ou à prédire finalement l'évolution des niveaux de nappe dans un contexte de changement climatique. Et donc c'est pour ça qu'on a commencé à réfléchir depuis 2 petites années avec Aquasys pour imaginer un travail avec des réseaux de neurones. Alors, encore une fois, 170 points de mesure tout de suite, c'est un peu compliqué. Donc on a choisi quand même des points de référence qui nous permet, on va dire, de vérifier si les modèles peuvent bien fonctionner. Et donc on choisit souvent un point qui est à côté de Colmar, qui est à Holzwihr spécifiquement. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, on réunit, on va dire, à peu près toutes les conditions. On peut travailler sur les interactions nappe-rivière, puisque l'île passe à côté. C'est une nappe aussi de faible profondeur. Et il y a aussi une variation cyclique annuelle. Donc ça permet vraiment de pouvoir traiter et comparer les signaux d'une manière la plus optimum possible avant de pouvoir déployer ailleurs. Donc l'intérêt, c'était de montrer que quand on avait commencé à travailler avec un modèle sur ce point, certains modèles ne donnaient pas des résultats satisfaisants. Donc on a testé plusieurs modèles. Et en testant plusieurs modèles, on s'aperçoit que certains modèles qui sont purement des modèles d'analyse mathématique avec des possibilités d'analyser statistiquement si certains phénomènes se produisent et vont se reproduire. D'autres modèles étaient basés plus sur l'utilisation de l'intelligence artificielle avec différents types de réseaux de neurones. Et ces réseaux de neurones, même l'ensemble des résultats, peuvent être complètement différents. Et notre travail a été de qualifier quel modèle fonctionnait dans quel cas, avec quelles données, pour quelle prédiction. Est-ce qu'on va travailler plutôt sur du risque inondation, donc plutôt les phénomènes de crues, remontées de nappe, ou d'avoir un niveau moyen sur l'année avec les différents cycles, ou au contraire, au niveau tarissement, de pouvoir très tôt dans la saison préparer les différents usagers de cette eau à obtenir un niveau cible pour l'étiage. Donc pour ça, on a travaillé avec 5 différents types de modèles. Les courbes d'augure qui vont analyser le fait qu'une situation présente s'est déjà passée sur un historique que l'on connaît. Et cet historique, est-ce qu'on a les mêmes conditions de pluviométrie, d'hydrométrie, et est-ce qu'on va pouvoir les projeter dans les 30, 60, 90 jours qui vont arriver ? Les modèles ARIMA, qui sont des modèles de régression mathématique, vont regarder aussi si les différents phénomènes de décomposition du signal vont être cohérents et si, en prenant en compte la saisonnalité, on arrive à reproduire aussi cette prévision. Ensuite, 2 modèles de tarissement, un purement théorique qui reconstitue une décharge théorique de la nappe qu'on va regarder, et un modèle de tarissement en utilisant de l'intelligence artificielle pour injecter des données prévisionnelles de débit, de pluie, et simuler certains phénomènes même de recharge de nappe à des moments clés dans le futur. Au niveau de l'IA, ensuite, on a travaillé avec différents algorithmes pour essayer de faire cette prévision de niveau de façon complètement générique. Donc, est-ce qu'un modèle générique qui reçoit les données est capable de faire de l'apprentissage et est capable de projeter dans le futur avec des résultats cohérents ?
Donc le premier système, sur les courbes d'augure, regarde si dans les 30 derniers jours, le type de chronique que l'on observe et les éléments que l'on a à disposition, de pluie ou de débit, se sont déjà produits dans le passé et va projeter les courbes et les événements du passé dans le futur. Donc ici, ce qu'on observe, c'est que dans les premiers jours et les premières semaines, on a une bonne corrélation entre le passé et le futur, mais rapidement, sur des systèmes qui sont très réactifs, on voit que les courbes n'arrivent pas à se recaler et on a une incertitude qui est très large. Donc un système qui n'est pas forcément pertinent sur du long terme, mais par contre sur du court terme, très intéressant. Si on fait un zoom sur ce type d'utilisation, quand on est sur des nappes plus à recharge ou à réaction plus lente, cette fois, ce type de chronique est plutôt intéressant. Donc sur l'exemple ici, on avait calculé à mi-mars à peu près les courbes théoriques d'augure et on a suivi les niveaux jusqu'à quasiment aujourd'hui. Et on voit que la courbe noire est bien dans les enveloppes moyennes de ce qu'avait prévu ce type de modèle. Donc sur des courbes qui réagissent avec des variations lentes, ça fonctionne très bien. Donc il y a vraiment un intérêt de caractériser le type de fonctionnement de la nappe. Donc là, il y a besoin des expertises des hydrogéologues, des techniciens de terrain qui connaissent leurs courbes pour pouvoir appliquer ce type de modèle prévisionnel uniquement sur certaines nappes. Pour ça, l'intérêt, c'est qu'aussi, on n'a pas besoin d'énormément de données prévisionnelles ou de scénarios. On peut le faire tourner sur des chroniques qui ont déjà un certain nombre d'années, mais ça s'adapte très rapidement à un historique de chroniques disponible. Et puis, on peut le faire tourner sur différents horizons, suivant les usages. Quand on va être sur un service d'exploitation, qu'on a besoin de connaître les niveaux à quelques jours ou une semaine ou 10 jours près, ça fonctionne très bien, dans quasiment tous les cas. Quand on a besoin de prévoir un étiage à beaucoup plus long terme, cette fois, il faut vraiment connaître le fonctionnement de la nappe pour voir si c'est intéressant. Donc une expertise humaine qui reste indispensable pour ce type de chronique. Ensuite, on a travaillé sur le fait, dans le futur, de pouvoir injecter des données prévisionnelles avec des scénarios climatiques de pluie, en prenant soit les déclinaisons du GIEC quand on les avait localement, soit à partir des périodes de retour des pluies que l'on connaît sur le territoire. Donc on estime les pluies par tranche de semaine et on va estimer un scénario complètement sec, moyen et humide. Et cette fois, les courbes d'augure vont s'adapter à ces phénomènes de pluie pour prendre en compte des années typiques avec les réactions des nappes qui se sont passées, notamment sur la chronique qui est présentée ici, pour pouvoir voir que dans un scénario complètement sec, on suit bien certaines chroniques qui avaient été caractérisées dans le passé avec ces scénarios. On a testé ensuite le système de ARIMA, qui est une autorégression avec des moyennes mobiles et en intégrant une saisonnalité dans les chroniques. Cette fois, on voit que le scénario complètement sec, donc une prévision mine de ce type de modèle fonctionne bien, mais par contre, sur les scénarios moyens et max, ce n'est pas du tout adapté à ce type de chronique. Donc là, ces modèles, il faut les prendre peut-être en modèle d'entrée avec d'autres modèles. Et c'est typiquement ce modèle-là qui nous a amené à travailler sur du multimodèle pour pouvoir après injecter certaines parties de prévision de ce modèle dans d'autres modèles en entrée des modèles en IA. Mais unitairement, sur de l'eau souterraine, ils ne fonctionnent pas très bien. À la base, c'est des modèles d'analyse de séries temporelles qui sont prévus plutôt sur de l'analyse en superficielle. Et sur les eaux souterraines, effectivement, on voit qu'à partir d'un horizon de plusieurs mois, ce n'est pas très adapté. Les premières courbes de tarissement sur lesquelles on a travaillé avec la Prona, c'est en travaillant sur un modèle en IA que l'on a développé spécifiquement pour un point, avec un suivi qui nous permettait d'avoir un déchargement de la nappe avec des niveaux min, moyen et max. On a sur ce type de graphique, en noir avec les points, les niveaux réels
qui étaient observés et ensuite des prévisions qui ont été projetées sur plusieurs mois. En rouge, en trait plein, on a la médiane qui est présentée ici et on voit que le niveau donc, qui a été observé avec les différents suivis est très au-dessus de ce qu'avait produit le réseau de neurones. Et en fait, cette explication, on a pu, après analyse, déterminer qu'on a les composantes de pluie, de niveau des eaux souterraines, on a aussi les niveaux de la nappe à proximité avec les débits, mais par contre, il nous manque une composante, c'est tous les prélèvements qui ont pu être réalisés pendant cette période, donc certainement les prélèvements d'irrigation, peut-être d'autres prélèvements. Et quand on regarde l'allure de la courbe, elle est bien calée sur les allures prévisionnelles, mais pas du tout sur le même type d'axe. Et donc le travail suivant qui doit être réalisé, ce serait de pouvoir obtenir, même sur du passé, ces différents niveaux d'irrigation, de les injecter dans le modèle et de recaler le modèle pour pouvoir avoir des courbes de prévision qui seront bien plus justes. Je ne sais pas si vous voulez ajouter une précision à ce moment-là. Ce que je peux dire, c'est que cette méthodologie, elle est actuellement appliquée, déjà hein, sans connaissance des données prélèvements et qui servent par exemple dans la région, dans le sous-secteur du RID et qui servent notamment au service de l'État pour la prise des mesures de restriction d'usage d'eau actuellement, hein, donc, puisqu'il y a un arrêté cadre interdépartemental qui a été publié le 8 juin. Et donc il s'appuie, on va dire, sur ces courbes de prédiction pour pouvoir justement préparer ou mettre en place les différents systèmes d'alerte. Donc sur ce type de calcul, un travail est nécessaire pour connaître le contexte du point, sélectionner les différents sites qui vont venir alimenter le modèle avec les données passées et prévisionnelles. Notamment, il y a eu tout un travail sur les prévisions de débit qui permettent d'être beaucoup plus fins sur les premières parties, je pense, de cette chronique prévisionnelle. Et ensuite, forcément, le travail, ça va être de récupérer des données complémentaires, notamment de type prélèvement, pour pouvoir avoir quelque chose de bien plus précis. Mais l'intérêt aussi de ce type de modèle, c'est peut-être d'avoir les niveaux précis, effectivement, mais de pouvoir l'utiliser pour se dire à quel moment on va passer certains seuils. Et ça, c'est important parce que ce n'est pas forcément le même type de réseau de neurones qui va prévoir un niveau et qui va prévoir le nombre de jours avant dépassement de certains seuils. Donc on travaille également sur ce type de réseau complémentaire. Un autre système de modèle prévisionnel, ce sont des courbes de tarissement. Les courbes de tarissement donc, permettent de retrouver le déchargement théorique des nappes donc, par différents modèles mathématiques et ensuite d'affiner ce modèle en faisant quelques simulations de déchargement plus ou moins rapide, en changeant certains coefficients dans ce déchargement. Ce modèle-là fonctionne bien, on va dire malheureusement, parce que de plus en plus, on a des périodes qui sont très sèches sur du long terme. Donc on en parlait encore juste avant. Il y a certains phénomènes passés où sur l'Alsace, il n'a pas plu pendant 1 mois et demi peut-être. Et dans ces cas-là, on voit très bien le déchargement théorique des nappes. Donc sur ces périodes-là où il n'y a aucune pluie, pas de recharge, on voit ce déchargement. Et sur des phénomènes où l'irrigation a commencé, on voit que ce déchargement s'est accéléré à partir d'un certain moment. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ces types de chroniques et de modèles prévisionnels s'appliquent à différents types de contextes très rapidement, parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir du prévisionnel, de débit, de pluie, pas forcément avoir besoin de différents suivis également dans le passé pour ce type de chronique piézométrique. Et donc, on peut déjà faire des estimations et le faire jouer sur le passé pour vérifier que ça fonctionne bien et que ça a bien fonctionné sur un certain nombre d'événements passés que les utilisateurs maîtrisent. Donc maintenant, le travail qui est mené avec l'Université Gustave Eiffel, c'est de vérifier que si on fait
de l'intelligence artificielle avec différents types de réseaux de neurones en ayant plus ou moins certaines données, pluie, ETP, température. On va pouvoir les injecter sur différents modèles qui vont réagir suivant le résultat qu'on veut obtenir. Est-ce qu'on veut travailler plutôt sur des prévisions de crue, sur des niveaux moyens de la nappe ou sur des déchargements? Et sur certains éléments, on les a fait travailler sur le passé avec, vous voyez ici, un certain nombre de niveaux prévisionnels en pointillés et le niveau réel de la nappe en noir et les différents phénomènes de recharge et de décharge par ces systèmes prévisionnels en IA ont bien répercuté ces différents événements avec plus ou moins d'amplitude. Et ça, pour pouvoir après affiner ces systèmes d'événements et d'amplitude, on travaille justement avec les différents data scientists et les personnes qui connaissent bien le territoire pour pouvoir ajouter des données, caractériser ces phénomènes et affiner les modèles. Donc notre objectif, c'est d'avoir un modèle générique qui va permettre d'avoir déjà du prévisionnel en intelligence artificielle sur tous les types de points qu'on va pouvoir utiliser. On a réalisé une thèse CIFRE pour aussi la prévision d'incertitude autour des résultats, pour pouvoir avoir non pas juste une courbe prévisionnelle, mais également une courbe prévisionnelle avec un niveau d'incertitude sur ces résultats. Ce qui va permettre aussi d'avoir des outils d'aide à la décision et qui vont prendre en compte cette incertitude. Donc sur ces réseaux, quand on regarde sur un zoom avec un pas de temps plus court, les différents modèles prévisionnels avec les différents types de réseaux qui sont indiqués en bas à droite dans la légende, on voit bien que certains modèles ont pu prévoir la fin de la recharge et le début de la décharge, plus ou moins rapide. Et donc, on a certains modèles qui prévoient les différents phénomènes un peu extrêmes et les changements de régime. Et d'autres modèles, par contre, qui ne réussissent pas à prévoir ces changements de régime, mais par contre, qui ont une tendance qui est très bonne sur le long terme. Donc, tout l'intérêt de pouvoir maintenant réaliser des modèles prévisionnels qui, sur certains pas de temps, vont utiliser soit des modèles mathématiques ou des réseaux de neurones, et sur du plus long temps, d'autres modèles. Donc on va combiner différents modèles suivant les pas de temps pour réussir à affiner ces prévisions. Donc pour les personnes qui travaillent sur ce type de réseau, à chaque fois qu'on réalise des modèles prévisionnels, on va associer des critères de performance qui vont permettre de caractériser le résultat du réseau de neurones et savoir si les scores sont efficaces ou pas, suivant les pas de temps. Donc on va calculer ces coefficients sur différents pas de temps, court terme, moyen terme et long terme, pour justement peut-être automatiquement déterminer quel est le réseau de neurones qui sera le plus efficace. Et ensuite, combiner ces réseaux pour avoir des résultats encore plus performants. Donc on retrouve ici ce type de conclusion qui est de dire l'intérêt des réseaux de neurones, c'est qu'on a une industrialisation qui est vraiment très forte. Donc dans nos outils, dès qu'on a un pas de temps, on va dire suffisant, peut-être une dizaine d'années, on peut faire tourner ce type de réseau de neurones. On injecte des données de pluie. Si on a une relation nappe-rivière qui est caractérisée, on injecte aussi les débits des rivières. Et tout de suite, on a des résultats. Et en fonction de l'amplitude de l'incertitude, on va pouvoir travailler avec le contexte et les personnes qui vont affiner la caractérisation de ces réseaux pour réduire l'incertitude et avoir des niveaux bien plus intéressants en rendu pour les personnes qui vont donc prendre les décisions derrière. Après, c'est sûr que d'un côté, c'est un avantage parce qu'on peut le faire tourner sur n'importe quel type de point très rapidement. L'inconvénient, c'est qu'il faut après, pour réussir à réduire cette incertitude, des experts en réseau de neurones et en connaissance des territoires pour les affiner. Et donc, en conclusion, on voit bien que ces modèles ne vont pas s'affronter. On nous a dit, ce type de modèle, notamment en IA, ça va complètement à l'encontre des modèles physiques, où il faut des études de contexte, caractériser le milieu, et donc faire tourner des expertises pendant un certain temps pour prévoir des modèles qui ne sont pas réplicables sur les différents points.
ce n'est pas opposé, puisqu'on voit qu'on a travaillé notamment avec le BRGM sur Météonap et sur certains des sites. Les modèles en IA sont plus performants à certains moments, et par contre, les modèles qui sont créés avec Gardiania sont aussi plus performants sur certains points. Donc, c'est plutôt le fait de dire qu'on peut travailler avec ces modèles-là très rapidement pour pouvoir prévoir un certain nombre de prévisionnels et se dire ça fonctionne bien sur tel cas, ça ne fonctionne pas sur tel autre. Et on va combiner les modèles et on va travailler avec certains experts et des gens du terrain justement pour avoir des systèmes plus performants. Et donc notre objectif c'est maintenant de pouvoir travailler aussi sur les déclinaisons de certains scénarios climatiques pour pouvoir aussi affiner ce type de modèles et les faire tourner localement de façon plus automatique avec les utilisateurs. Je voulais passer, alors avant de vous remercier pour votre attention, sur quelques résultats qu'on a rajoutés aussi en annexe. Les différents intervenants, donc ça on pourra, si vous avez besoin de plus de renseignements, on pourra y revenir sur les différentes questions. Mais également, pour reparler des déclinaisons de ces modèles en IA qui ont tourné sur plusieurs années sur différents points, pour expliquer ce type de résultats. Donc, je vous repasse la main. Oui, merci Stéphane. Donc en fait, on a fait tourner un petit peu ce modèle l'année dernière avec, en prenant en exemple 3 années de référence à la PRONA, l'année 2003, l'année 2021 qui avait un été bien pluvieux, l'année 2022. Et en fait, on prend 2 points donc, qui sont très proches de l'île, donc du cours d'eau, et qui sont dans un environnement, donc comme je l'ai dit, où il y a une très forte interaction nappe-rivière, avec une nappe fleurante. Et donc Illersen et Olswir, et on remarque bien sur les 2 courbes, donc la courbe noire, c'était nos chroniques qu'on avait mesurées à l'époque, hein, donc en 2003. Et la courbe verte, c'est la médiane avec et l'enveloppe min-max des prédictions. Et on remarque bien qu'au niveau de la date 200, c'est l'unité de temps, hein, mais on voit qu'il y a quand même un écart assez important donc à cet environnement-là. Et donc ça, c'est ni plus ni moins. Enfin, comment on l'explique, c'est que on a effectivement les valeurs des débits des cours d'eau et de la pluie, de notre niveau piézométrique, mais cet écart, a priori, on le pense sérieusement, que c'est vraiment l'impact des prélèvements. Alors, dans cet environnement-là, ça sera très probablement des prélèvements agricoles, mais on n'a pas ces valeurs. Et donc, on voit bien que le modèle n'a pas pu reproduire finalement la courbe, presque la courbe théorique, parce qu'il manque cette information-là. Et par exemple, sur la diapo suivante, en année 2021, donc l'année 2021 était, du moins en été, c'était un été très humide, et vous voyez qu'on a quand même un pic très important, toujours pareil, autour de la date 175. Et là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que je me souviens, hein, c'était autour à peu près du 14 juillet. Et il y a eu un énorme épisode pluvieux, orageux, parce que là, la réponse est très rapide. Et je crois que ça a d'ailleurs généré des crues. Le polder d'Erstein a dû être ouvert. Et donc, en fait, ce pic, c'est pareil, ce delta, c'est ni plus ni moins un phénomène exceptionnel qu'on n'avait jamais remarqué à cette période de l'année. Et donc, on a cet écart justement entre la courbe verte et le pic, le sommet du pic noir. Et en année 2022, l'année dernière, celle-là, elle est encore dans les mémoires de tout le monde. Sur le RID, c'était quand même l'année quasiment la plus où les valeurs mesurées chez nous en niveau de nappe étaient les plus basses depuis notre année de référence en 1976. Et là, c'est la même chose. Vous voyez chaque fois les écarts entre le vert et le noir. C'est clairement lié aux données qu'on n'a pas encore, qui correspondent aux prélèvements agricoles. Donc,
tout l'intérêt pour nous, c'est d'avancer sur ces sujets-là. Et en marge des travaux qu'on engage avec Aquasys, la Prona développe aussi un observatoire des prélèvements, justement pour mieux comprendre la localisation, savoir où c'est prélevé et notamment la saisonnalité des prélèvements pour justement mieux après prédire justement les niveaux de nappe et améliorer la gestion partagée entre tous les usagers. Voilà, donc si vous avez besoin de précisions sur l'utilisation de certains modèles, les différentes méthodes ou les partenariats, les données qu'on a utilisées, si vous avez quelques questions, n'hésitez pas, je crois qu'il nous reste encore un petit peu de temps. Et puis sinon, dans tous les cas, vous pouvez nous retrouver sur le stand qui est juste en face d'Hydreos, entre ici et Hydreos, au stand G4, où nous serons jusqu'à demain après-midi pour pouvoir vous accompagner si vous avez besoin de ce type d'analyse. Merci à tous et puis n'hésitez pas, nous sommes à votre disposition. Merci. 3, 2, 1.